Bonjour et bienvenue sur la maïeutique. Tout d'abord, pour comprendre comment l'homme, dans son évolution, a réussi à fabriquer d'immenses monuments, comme les pyramides d'Égypte, moins de 2500 ans avant Jésus-Christ. Stonehenge au Royaume-Uni, moins de 3000 ans avant Jésus-Christ. Le Ziggurat d'Urt en Irak, moins de 2000 ans avant Jésus-Christ. Les temples mayas, 900 ans après Jésus-Christ. Puis les statues de l'île Pâques. Il faut déjà savoir que toutes ces grandes constructions sont apparues dans des endroits du monde très éloignés les unes des autres, voire isolés. C'est d'ailleurs ce qui a valu des scénarios complètement loufoques sur leur construction, avec l'intervention d'extraterrestres. Nous allons expliquer comment l'être humain venant à peine de sortir de la préhistoire est à l'origine de ces constructions qui sont gigantesques et des civilisations. Pourquoi nous trouvons de tels monuments partout dans un espace de temps très court par rapport à l'histoire humaine? Oui, c'est remarquable qu'il y ait eu des constructions immenses sur une courte période de l'humanité sans que les peuples n'aient eu de contact les uns avec les autres. Durant des décennies, les archéologues et les historiens se sont posé la question: pourquoi trouvons-nous tout d'un coup ces grandes constructions? Elles sont apparues rapidement, on n'a pas assisté à quelque chose de progressif dans le temps. Alors, premier point, ces peuples se sont-ils inspirés les uns des autres? La réponse est non, car les traces génétiques sur les populations des différents sites montrent que les peuples qui ont construit dans le monde ces monuments n'étaient pas en contact. Dans les explications proposées, on trouve l'utilisation d'esclaves, mais là aussi on retrouve une vision moderne du problème. Pour clore cette parenthèse, les études faites par les égyptologues montrent que les sites en eux-mêmes n'avaient pas accueilli d'esclaves pour la construction des pyramides d'Égypte. Donc finalement, pas d'esclaves. Pour comprendre comment ces grandes constructions ont pu exister, il nous faut remonter il y a 100 000 ans. Nous savons aujourd'hui que les différentes espèces d'hommes répertoriées sur Terre ne se succédaient pas. D'ailleurs, je me rappelle qu'au lycée, en cours de SVT, on nous faisait classer les hommes préhistoriques par succession. Australopithèque, habilis, Erectus, Néandertalien, Sapiens. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les Néandertaliens avaient un volume cérébral autour de 1650 cm3. Alors que nous, les Sapiens, on était en dessous, autour de 1450 cm3. L'enseignante disait que l'on ne savait pas pourquoi, à un moment, les hommes dans le passé ont eu une boîte crânienne plus grosse et qu'après, elle avait diminué, puisque nous sommes les Sapiens. Aujourd'hui, nous connaissons la réponse grâce à la génétique. C'est justement parce que cette évolution n'a pas été une succession d'êtres humains. Mais c'était bien des espèces différentes qui ont parfois cohabité ensemble. Homo sapiens, donc nos ancêtres directs, étaient donc en Afrique. Et vers 80 000 à 60 000 ans, Homo sapiens a commencé à quitter l'Afrique. Et il a migré un peu dans toutes les directions. Et c'est justement à ce moment qu'il y a eu un câblage différent dans le cerveau des sapiens par rapport aux autres espèces du genre Homo. Alors que Sapiens avait un cerveau plus petit que les Néandertaliens, Sapiens a acquis une faculté qui allait lui permettre de dominer le monde. Cette faculté n'avait donc pas la nécessité d'avoir un cerveau aussi volumineux que les Néandertaliens. Alors c'est quoi cette faculté? Cette faculté, c'est de croire à des histoires. C'est-à-dire pas seulement de croire à des faits réels, mais aussi à des faits imaginaires. Alors on va me dire, mais quel avantage évolutif a-t-on à croire à des sornettes, à des choses qui n'existent pas? C'est une perte de temps. En fait, c'est justement une clé. Croire à des histoires, c'est la faculté qui nous a permis de passer de petits groupes d'une tribu, d'une dizaine d'individus, à la construction d'une civilisation. Par exemple, la croyance en une religion ou en une identité commune a permis aux sapiens de se regrouper en grand nombre. Nous le savons très bien aujourd'hui. Si on se remet dans le contexte d'une tribu, il est très difficile de se regrouper en grand nombre autour du charisme d'un individu. Alors je ne parle pas des likes dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, un bon exemple qui est assez connu dans le management des entreprises, c'est que si vous avez une entreprise familiale qui est en pleine expansion, elle aura énormément de mal à passer le cap des 100 employés. C'est très documenté comme problème. L'entreprise doit savoir se transformer, avoir un objectif supérieur qui transcende les employés, par exemple pour répondre à une bonne cause. Alors, de tout temps,
On remarque par exemple que la conscience de la mort et les histoires autour de la mort ont fait naître des religions. C'est sans trop de difficultés que l'on voit que croire en une religion peut regrouper facilement des centaines de personnes. La croyance des premiers sapiens a pu être tout autre que religieuse. C'était peut-être l'espoir de trouver d'autres terres, ou non pas de croire à un pays, mais de croire en un clan. Mais c'est bien grâce aux croyances que Sapiens a pu se réunir en grands groupes, qui lui ont permis de s'imposer dans le monde et de construire ces grands monuments. Alors, pour exemple, quand les Sapiens sont partis d'Afrique, certains sont allés en direction de l'Europe, il y a environ 40 000 ans. Mais en Europe, il y avait les Néandertaliens, présents depuis 400 000 ans. Les Néandertaliens étaient bien mieux adaptés au froid, ils étaient plus grands, plus massifs et avaient un plus gros cerveau. Si les groupes créés par les Néandertaliens et les Sapiens avaient eu le même nombre d'individus, jamais les Sapiens ne se seraient imposés face à un homme sur ces terres, bien plus fort physiquement et bien mieux adapté à ce climat. Mais ce que les recherches sur cette époque nous précisent, c'est que l'homme de Néandertal s'est éteint il y a 40 000 ans à l'arrivée des Sapiens. Pas besoin de faire un dessin de la manière dont ils ont disparu. Disons qu'ils ont été poussés vers la sortie, même si cela a pu se faire sans confrontation, par exemple par une compétition pour acquérir des ressources. Mais il y a un autre fait intéressant. Les découvertes génétiques ont permis d'établir qu'il y a aussi eu un métissage entre Sapiens et Néandertaliens. En moyenne, 2% de gènes néandertaliens sont contenus dans nos populations. Et il y a moins, voire pas de gènes néandertaliens dans les populations d'Afrique. Ce qui nous a permis de connaître les directions des exodes des Sapiens. L'une des raisons qui a fait que les Sapiens se sont imposés face aux Néandertaliens est aussi la même raison qui a permis aux Sapiens de construire d'immenses monuments il y a environ 5000 ans. Ce sont les croyances que Homo sapiens pouvait avoir qui lui ont permis de former de grands groupes bien plus nombreux qu'une simple tribu. La croyance en une religion ou en certains mythes a permis de se réunir en grand nombre, donc de contribuer à une cohésion sociale. Ces histoires ont été le ciment d'un grand nombre de personnes qui ont donné à Sapiens la capacité de s'imposer en Europe et dans le monde. Les grandes constructions, qui servaient le plus souvent à des pratiques religieuses, sont les traces de ces imposants rassemblements et de ces collaborations. Alors je vous vois, vous vous dites, le gars avec Maxime, ils font une chaîne sur l'économie et on se retrouve 40 000 ans en arrière. Quel lien va-t-il encore nous trouver? Le lien, c'est que nos croyances en une monnaie, c'est ce qui lui donne une valeur. C'est parce qu'on croit au dollar qu'il a cette valeur. C'est parce que l'on croit en l'euro que nous l'utilisons. Et oui, de tous les animaux de la planète, il n'y a que dans le cerveau des sapiens que l'on croit à l'euro. Vous laissez un billet de 500 € à votre chien, il va vous le déchiqueter sans aucun scrupule. C'est parce qu'on croit au Bitcoin, en son potentiel, à son inviolabilité, qu'il a un tel prix. Le Bitcoin n'est pas face à un actif fongible ou de gouvernement garantissant son prix. Sa valeur est directement liée à la perception collective que l'on en a. Tout le monde sait que dans la bourse, le prix d'une action ne reflète pas seulement les fondamentaux d'une entreprise, mais aussi la perception collective des investisseurs sur les performances futures de l'entreprise. Les frontières entre les pays, elles ne sont que dans le cerveau des humains. Quand vous passez d'un pays à l'autre, le plus souvent c'est une continuité de paysage, sans mur, sans barrière. D'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo qui tourne sur les réseaux, où l'on est dans un avion et le pilote demande de regarder par le hublot. On voit le désert. Et il dit, regardez, on va assister à quelque chose. Et pourtant, en fait, on ne voit toujours que le désert passer. Et le pilote dit, ça y est, on a passé la frontière du pays. Bien, nos systèmes juridiques aussi sont fondés sur ces croyances collectives. Finalement, cette élévation cognitive a permis aux humains de construire des sociétés de plus en plus évoluées et complexes. C'est donc bien la puissance de la croyance qui a permis aux sapiens de dominer le monde. Mais je dois attirer votre attention sur 2 points. Premier point, pour les Égyptiens, à l'époque des pyramides, on voit qu'ils ont passé des générations à construire d'immenses monuments, ont investi énormément de temps, de connaissances, de vie humaine, pour un résultat qui n'était pas vital. Ok, les monuments sont beaux, ils peuvent durer des milliers d'années, mais toute cette énergie n'était pas utilisée pour leur survie. Tout ce travail a été sacrifié pour des croyances imaginaires.
des croyances ou des religions qui n'existent plus du tout aujourd'hui. On doit en tirer des leçons. On se rend compte avec ces exemples que l'on peut passer toute une vie à faire des choses qui ont une importance relative. Est-ce que le but de la vie est de vénérer un dieu qui se trouve dans l'imaginaire collectif? Est-ce que construire une pyramide qui sert de tombe à quelques personnes est la bonne manière d'utiliser tout ce travail? Je ne dis pas ça pour jeter la pierre aux Égyptiens, mais plutôt pour qu'aujourd'hui on emploie mieux notre temps. Deuxième point, il faut tirer des leçons de cette facilité que l'on a à croire. Alors que les croyances sont très importantes pour Sapiens, on voit qu'elles sont partout, et pas uniquement dans la religion. Les croyances sont dans l'économie, on vient de le dire, dans la politique, dans les lois, dans la géographie, avec les frontières. On doit prendre du recul sur toutes ces croyances. Parce qu'aujourd'hui encore, nous tombons très facilement dans ce travers. On va prendre des exemples précis pour nous rendre compte à quel point nous sommes à tous les niveaux prisonniers de nos instincts sur les croyances. La crise financière de 2008 a été causée en partie par la croyance que le prix de l'immobilier ne pouvait pas baisser. Durant le Covid, avec la chloroquine, on a vu immédiatement deux clans se former. Pour ceux qui se rappellent le trou dans la couche d'ozone, aujourd'hui nous en entendons même plus parler. Le diesel, quand j'étais jeune, c'était moins cher parce que cela polluait moins que l'essence. Alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Même les politiques fonctionnent sur des croyances. Il faudrait prendre un thème, effectuer des recherches sérieuses dessus pour apporter une solution éclairée et éviter les virages à 180 degrés quelques années après. Ça fait pas trop sérieux. En conclusion, dans la préhistoire, se regrouper autour d'idées, même fausses, nous a aidés. Cela a été la clé de notre survie, mais aujourd'hui nous devons lutter contre cet instinct. Nous devons faire des choix documentés et essayer de trancher, quand c'est possible, avec un raisonnement rationnel. Nous ne devons pas nous laisser guider par nos instincts de croyance. Traitons l'information par la raison avec notre cerveau. Merci et au revoir.